Je m'appelle Serge Petit-Demange. J'ai créé le mouvement pour le renouveau d'une république démocratique et citoyenne en octobre 2005. Ce mouvement patriote devenait Renaissance de la République française en août 2015. Cette appellation prend aujourd'hui toute son importance. Le 6 octobre dernier, des milliers d'internautes m'ont désigné comme leur porte-parole en m'élisant à la tête du comité de sauvegarde des droits fondamentaux des citoyens français. Aujourd'hui, samedi 21 octobre 2017, il y a très exactement 9 mois et 21 jours que la France est devenue un navire sans carte de navigation, sans équipage compétent, mais avec des usurpateurs à la passerelle de commandement et au poste clé, dont le premier responsable n'a pas hésité à offenser l'armée dans son ensemble en humiliant le général De Villiers, alors chef d'état-major des armées. Ce n'est pas être un chef que de se sentir obligé de rappeler qu'on est un chef. Auparavant, François Hollande avait injustement radié des cadres le général Picmal. Manuel Valls, lui, avait arbitrairement sanctionné le général Soubelet, qui avait osé le braver en refusant de mentir à une commission d'enquête parlementaire. Mis à part sur les réseaux sociaux, peu de mes concitoyens ont pris conscience que la France a cessé d'être une démocratie. Peu de Français savent que nous sommes entrés dans une ère de dictature. Pour peu que l'on s'intéressât à la vie de notre pays, chacun sait que la Constitution de la Ve République prévoyait la séparation des 3 pouvoirs pour prétendre être une démocratie. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire. Le 5 décembre 2016, quelques minutes avant de démissionner de sa fonction de Premier ministre, Manuel Valls a décrété la création de l'Inspection générale de la justice, plaçant anticonstitutionnellement, autoritairement, l'autorité judiciaire, l'un des 3 piliers de la démocratie que je viens de citer, sous le contrôle du ministre de la Justice, sous le contrôle du pouvoir exécutif. Or, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, référencée dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, donnant naissance à la Ve République, est formelle. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. En créant l'Inspection générale de la justice, le trio socialiste Hollande, Valls et Urvoas ont délibérément violé cette concorde constitutionnelle. La séparation des pouvoirs n'étant plus déterminée, Hollande, qui était pourtant le garant de la Constitution, a trahi la nation et avec ses 2 nervis a lâchement poignardé la Ve République, gravement mutilé la France. Le décret Félon numéro 2016-1675 a pris effet le 1er janvier 2017. En conséquence constitutionnelle, paradoxalement, la France n'a plus de constitution depuis le 1er janvier 2017. Peu se rendent compte de l'impact politique de cette violation. Peu se rendent compte du drame qui couve. Sans constitution, la France n'est plus un État membre de l'Union européenne. Abroger les accords et traités internationaux. Illégales les lois votées, les jugements rendus, les décisions politiques prises, les nominations d'officiers généraux et de grands dirigeants d'entreprises. La Légion d'honneur et l'Ordre national du mérite, ces distinctions honorifiques décernées selon la formule consacrée au nom du président de la République, sont nulles et non avenues. Sans constitution, l'armée, dont le chef constitutionnel était François Hollande, élu avant le 1er janvier 2017, avait un commandant en la personne du général De Villiers. En l'absence de constitution, l'élection d'Emmanuel Macron le 7 mai 2017 est nulle et non avenue. En l'absence de constitution, le gouvernement nommé est illégal. En l'absence de constitution, le locataire de l'Élysée ne peut en aucun cas se prévaloir d'être le chef des armées, comme il s'est cru obligé de le rappeler le 13 juillet dernier, avec la conséquence que l'on sait. En l'absence de constitution, donc en l'absence de pouvoir exécutif, l'armée dans son entier
est affranchie du pouvoir politique. Elle est devenue totalement indépendante, n'ayant de compte à rendre qu'à son chef d'état-major, son seul et nouveau commandant. En l'absence de constitution, la présence d'Emmanuel Macron à l'Élysée depuis le 7 mai 2017 est illégitime. En l'absence de constitution, l'élection des députés du 18 juin 2017 est illégitime. Tout comme est illégitime, en l'absence de constitution, le renouvellement sénatorial du 24 septembre 2017. Enfin, en l'absence de constitution, la France n'est plus une république laïque. En détruisant la constitution de la Ve République, le trio socialiste Hollande, Valls, Urvoas a ouvert un boulevard funeste à l'islam, a déroulé un tapis rouge du sang des victimes passées et à venir à l'instauration de la loi coranique. Je ne peux me résoudre à croire que la Constitution du 4 octobre 1958 n'ait été qu'un monstrueux écran de fumée, que la Ve République n'ait été qu'une mascarade. Mais comment réagir quand le peuple, autrefois souverain, est bâillonné, muselé par un autoritarisme gouvernemental despotique, anesthésié par des médias manipulateurs aux ordres, serviles à souhait? Comment? En exerçant notre droit de retrait prévu aux articles L 4131-1 et 3 du Code du travail. Pour une fois qu'une loi ne recherche pas le pouvoir contraignant sur les citoyens, ne nous privons pas de l'utiliser. En effet, cette loi prévoit que tout travailleur a le droit de se retirer d'une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. La solution dont il est question est née le 7 juin 1975, sous Giscard d'Estaing et son Premier ministre Chirac, le jour où l'Europe a été vendue au monde arabe avec les accords de Strasbourg, et a pris racine le 29 avril 1976 avec le décret instaurant le regroupement familial. Quant au danger grave et imminent, il est bien réel. Quasiment chaque jour apporte son lot d'actes barbares commis par des psychopathes qui nous vouent une haine ouverte. Je rappelle que le Premier ministre Valls a placé la France en état d'urgence le 14 novembre 2015, au lendemain des attentats du vendredi 13, dont celui du Bataclan. Pour 130 femmes et hommes qui ne demandaient qu'à vivre, ce vendredi 13 ne fut pas un jour de chance. Valls a même déclaré que la France était en état de guerre. Je ne dresserai pas ici la liste complète des monstruosités commises par des déséquilibrés après le 14 novembre 2015, n'en rappelant que 3. Magnanville, Nice et Saint-Étienne-du-Rouvray. Plus de 230 morts, plus de 500 blessés. Aujourd'hui, le locataire de l'Élysée et ses acolytes, dévoués à en verser des larmes, nous disent qu'il faut s'habituer au terrorisme, qu'il faut savoir vivre avec, que le terrorisme est une agression contemporaine. Dès que nous sortons de chez nous, que ce soit pour faire nos courses, accompagner nos enfants à l'école, aller au restaurant, se divertir, en nous rendant sur notre lieu de travail ou en y revenant, nous risquons de tomber sous les balles d'un déséquilibré, d'être égorgé, éventré, massacré, à coups de marteau par un individu à antécédents psychiatriques, vitriolé, écrasé par un jeune en mal de reconnaissance. Je pense que, comme moi, vous aurez remarqué qu'on ne compte aucune victime dans le monde politique, ni dans celui du showbiz. Troublant aussi est de constater que l'actuel occupant du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré vient de faire renforcer sa garde personnelle, ainsi que la protection des abords du palais de l'Élysée. Pourquoi? Que craint-il? Nous avons bien une petite idée que je me garderai de développer pour ne pas semer le trouble dans les esprits, pour ne pas vous alarmer. Mais je peux vous dire que c'est très sérieux. On dit qu'une même cause produit toujours un même effet. Renaissance de la République française précise: si on change la cause, on change les faits. En exerçant notre droit de travail, étant contraint de continuer de verser le salaire, l'employeur ne pouvant licencier ses employés verra son entreprise péricliter rapidement. Je sais, ce n'est pas facile à accepter. Mais cette entreprise dépérira tout autant en cas d'insurrection du peuple, voire de guerre civile qui se dessine à l'horizon.
L'exercice du droit de retrait faisant tache d'huile, les médias et élus s'empareront de l'affaire. Bien sûr, des dépôts de bilan seront constatés. Bien sûr, des liquidations judiciaires seront prononcées. Ne dit-on pas qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs? Mais le fonds de garantie prendra le relais du paiement des salaires. Sollicité par des centrales syndicales, le patron du MEDEF, celui qui souhaite faire travailler les salariés bénévolement pour sauver les entreprises, à ses dires, et qui, dans le même temps, vient de s'offrir un château de 11 millions d'euros dans le Luberon, rencontrera le Premier ministre. Pris au dépourvu devant la détermination des salariés du privé comme du public, celui-ci ne pourra que constater son impuissance. Nous ne donnons pas 2 mois avant que ce gouvernement soit renversé, entraînant de fait la démission de l'actuel locataire de l'Élysée. Là, le fondateur de En Marche aura matière à en vouloir à ceux qui, pour reprendre son expression inqualifiable, foutent le bordel. Reprenant les termes employés dans la Déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République, appelée aussi Déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen, il est aisé alors de deviner la suite logique, situation émergente positive, découlant de l'attitude des flatteurs qui nous ont trompés, des fripons qui nous ont pillés, des ambitieux qui ont cherché à nous asservir, bref, des traîtres à la nation qui ont présidé et gouverné la France depuis 1973, sans omettre ceux désignés par l'ex-député socialiste Razi Hamadi, qui a avoué que des terrains ont été vendus pour une poignée de figues, à des musulmans, que des permis de construire avaient été échangés contre des voix. Dans son immense majorité, le peuple de France fera ce qu'il faut faire pour retrouver sa souveraineté, bafouée depuis 30 années. Je n'ai pas oublié le résultat du référendum de 2005, sous Chirac, où plus de 53% des Français avaient voté contre le projet devant donner une constitution à l'Union européenne, et la traîtrise de Sarkozy qui, à peine élu, a balayé despotiquement ce démocrate résultat des urnes en faisant adopter le traité de Lisbonne par voie parlementaire. Quand il en a les moyens et la motivation suprême, le peuple sait faire. Aucun peuple n'est aussi vaillant que le peuple de France quand il est dos au mur, acculé dans ses derniers retranchements. Il y a un peu plus de 2 siècles, ce peuple de France a montré au monde comment se défaire de la tyrannie. Aujourd'hui, plutôt que faire couler le sang, il existe un moyen légal. Faire valoir son droit de retrait. Pour clore, je veux vous dire que les assassinats de Morane et Laura, le 1er octobre 2017 à la gare Saint-Charles à Marseille, sont pour moi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je suis loin, très loin d'être le seul Français de souche à raisonner de la sorte. Et j'ai le sentiment diffus que ces crimes effroyables ne resteront pas impunis. Avec sa permission, je reprends une réflexion d'un ami cher. Avec renaissance de la République française, fini les bougies, les nounours, les ballons que l'on laisse s'envoler, les fleurs sur le trottoir pour cacher le sang des martyrs innocents. Fini les marches blanches, les t-shirts à l'effigie de la victime. Fini de déconsidérer l'armée et les forces de l'ordre. Fini de laminer systématiquement la classe moyenne. Je suis animé par une détermination froide, maîtrisée, réaliste, en constante recherche d'efficacité pour mon pays, qui est aussi le vôtre. Politiciens de tous bords, corrompus, Judas, escrocs, traîtres, vous n'aurez pas ma haine. Eu égard à la situation, l'emploi du futur simple est inapproprié, car ma haine, vous l'avez déjà. Vous êtes répugnant.